Ok, je vous cache pas, à titre personnel pour l'instant en tout cas, que j'ai un peu de mal à voir en quoi cette série a su marquer autant les esprits en fait. Parce que je trouve que c'est très typique. Si on essaye de créer des personnages au caractère un petit peu marquant, et encore, je trouve que c'est très typique dans cette façon d'être soi-disant marquant, mais en dehors de ça, dans le déroulé, dans les problématiques mises en place, c'est la série d'aventures ultra typique. Et ça rend pas ça mauvais du tout. Il y a des séries qui ont ce genre de formule un peu typique que j'aime bien regarder, comme ça, hein, comme l'Odyssée par exemple, d'Ulysse. C'est pas une série sensationnelle dans son principe, mais voilà, dans ce que ça le fait bien pour être divertissant. Par contre, c'est un peu normal pour moi qu'on retienne pas l'Odyssée comme étant une des plus grandes séries qui soit. Je veux dire, c'est sympa à voir, mais pas... Ouh. C'est un peu pareil avec cette série, en tout cas pour l'instant. Si c'est parti pour être ce genre euh, de conflit, ce genre d'intrigue, ça va juste être la petite série d'aventures sympa qui laissera pas une grande marque. Donc faut voir un petit peu par la suite, mais dira-t-on que c'est pas ce que j'appellerais une introduction, une première saison pour l'instant qui en jette à fond. Ça fait juste un boulot acceptable pour dépeindre de l'aventure et c'est bien. Mais quand j'ai entendu autant de gens dire oh, faut vraiment découvrir cette série, c'est une gemme, il y a tellement de trucs incroyables dedans, je m'attendais à tomber sur des trucs un peu plus osés qui essayent d'aller un peu plus loin que ce genre de trucs. Peut-être que ça viendra au fur et à mesure, je sais pas trop, on verra, hein, mais pour l'instant, je... Enfin, bref, voilà. Y a une autre réunion à la table des princesses où la reine, une fois de plus, n'a pas la moindre foutue idée de quoi faire parce que, à nouveau, c'est notre groupe central qui doit avoir toutes les idées. Et c'est là que Saint-Hilaire a fini par émettre l'idée que ce serait bien de penser à recruter un peu tout le monde. Faire une espèce de mission diplomatique pour pouvoir regrouper toutes les princesses du pouvoir à nouveau et avoir la puissance derrière nous pour s'en prendre à Hordak et la Horde. Et la reine se dit ok, ouais, même si ça n'a pas bien marché la dernière fois, parce qu'on essaye d'appuyer que ça n'a pas bien marché la dernière fois, sans doute parce qu'ils se débrouillaient comme des pieds, parce que je suis sûr que quand ils mettront ça en place vraiment, totalement, avec la nouvelle version, ça marchera très bien. À un certain degré, on verra. Pour l'instant, le conflit avec Hordak, il est très basique. Il y a rien qui se détache énormément. Hein. Je vous cache pas. Donc, il faut voir aussi un petit peu comment ça sera géré par la suite. Elle se dit, ok. Très bien, Cynthia, tu veux faire ça. Apparemment, les autres princesses sont des glandus qui attendent qu'on prenne une décision et qui n'ont absolument aucune idée pour elles. Tu veux faire ça, Cynthia? D'accord. Elle met en avant une expédition pour rejoindre la princesse du royaume qui fait la jonction entre différents royaumes par les mers et qui, je sais plus le nom du royaume, je m'en fous, je cache pas, je vais pas retenir, il y a 50 000 noms à retenir, je vais pas retenir tous les noms de lieux non plus, hein. Faut arrêter les conneries, hein. Ça ne marchera pas, ça ne passera pas, hein. Je suis désolé. Donc, elle met en place cette expédition et pour ça il faut trouver un navire et un capitaine parce que ils ne peuvent pas se permettre ça. Il y a personne à Bright Moon qui puisse le faire. Il faut qu'on se paye un capitaine et donc on va au port du coin pour essayer de recruter ça et il tombe sur leur gars qui sera Faucon des mers, c'est son nom. D'ailleurs, il y aura Flèche d'Or qui sera totalement subjugué par ce nom-là. C'est vrai qu'ils ont le même principe. On a un nom qui représente plus notre fonction plutôt que notre personnalité. C'est cool. Et ouais, c'est Han Solo du pauvre, ce gars. Mais vraiment, hein, il se vante. Il y a un début où il se présente, où il parle de courses et qu'il a fait en moins de parsecs que prévu, ce genre de conneries. C'est une référence directe et facile à Han Solo, ce gars, pour commencer. Hein. C'est exactement ça. Alors, juste pour dire, une fois de plus, je ne sais pas vraiment si ce personnage existait dans la version de 1985. Je pense que oui. Honnêtement, avec tout ce qu'on a, tous ces personnages réminiscents, je pense que la quasi-totalité des personnages qu'on introduit sont des personnages qui existaient dans la série des années 80, qu'ils ont fait gaffe à ça. Et donc, que oui, c'était un des moult personnages en couleur de la série de base.
qu'on essaye de retranscrire ici, et on essaye peut-être de reprendre le gimmick qu'il avait avant, qui est un peu limite, quoi. C'est le gros vantard qui dit « Ah, j'ai fait tellement de trucs », il essaye de foutre un gros prix, mais Adora le ridiculise un petit peu en le battant au bras de fer, donc il se dit « Ok, je vous accompagne », il fait le guignol sur son bateau alors que les autres se débrouillent mieux que lui, pour une raison qui m'échappe totalement, mais genre totalement. Comment ça se fait que vous y connaissiez si bien en bateau tous? Scintilla, elle s'y connaît autant en bateau que lui. Flèche d'or, il s'y connaît en bateau? D'où ça vient? D'où Adora s'y connaît particulièrement en bateau? On montre qu'elle a jamais vraiment quitté la Horde, le pays de la Horde, très, très longtemps. Donc, où est-ce qu'elle a appris à s'y connaître en bateau? Si elle a eu une formation pour ça à un moment donné? Ça n'a jamais été appuyé. Enfin bon, voilà, quoi. Ils sont tous meilleurs que lui pour bien le ridiculiser, montrer que c'est un guignol. Hein, et lorsqu'il se vante, lorsqu'il fait l'idiot, ben, il appuie de plus en plus que c'est un gros guignol. Et à un moment donné, même, il chante sa gloire. Très pauvrement en français. Autant en VO, j'écoutais un petit peu en VO pour voir ce que ça donnait. En VO, il a un bon timbre et ça appuie le côté extravagant du personnage. En français, c'est juste... Il n'est pas juste, quoi. Apparemment, ça va être un truc de cette VF. Le doublage, globalement, il est bien, mais dès lors qu'il y a de la chanson... Déjà que l'intro, c'était pas génial, là aussi, hein, c'est pas génial non plus. Hein, donc, en tout cas, voilà, il se ridiculise un petit peu, il essaye de bien se faire voir en les amenant devant une espèce de grosse créature marine, mais Adora Shira le bat à sa place dans un moment gag, Voilà, ça vole pas très haut, juste pour introduire un personnage ridicule. À qui on essaiera un tout petit peu de donner de profondeur par la suite, entre guillemets, donc ça aidera pas particulièrement ça, mais ouais, c'est pas extra cette partie-là. C'est vraiment pour appuyer le côté léger de la série. On veut vraiment à fond appuyer le côté léger, et je vous cache pas que ce genre de choses, quand on les exacerbe trop, ça n'aide pas à mettre en avant les enjeux qui sont censés être un peu graves et importants. Je suis déjà étendu 50 ans là-dessus, je vais pas en faire des caisses. Bref, le fait est qu'ils finissent par se rendre donc à cette espèce d'endroit, cette espèce de port central, dirigé par la princesse Sirena. Alors c'est une femme qui a le pouvoir de se transformer en sirène, incroyable, et qui peut manipuler l'eau. Donc après la princesse Jasmine, on a eu la princesse Ariel. Hein, en peu de choses près, c'est ça. Le fait est que dans ce pays-là, les choses vont pas très bien puisque presque tout le monde l'a déserté. La princesse du genre blasée à mort, elle s'en fout réellement. Ah oui, ok, comme ça. Si on essaie de leur donner vraiment un trait de caractère qui les démarque un petit peu, ça va pas extrêmement plus loin que ça, mais bon, au moins ça les démarque un petit peu. Et voilà, elle raconte que la raison pour laquelle les gens ont fini par déserter cet endroit, c'est que le portail, l'espèce de grande porte qui empêchait un petit peu la horde de passer, hein, les ennemis de passer, faiblit. Et d'ici peu, elle va finir par tomber totalement, cette barrière. Ce qui aurait dû être une cible de choix, en fait, puisque on dit que la horde attaque régulièrement, mais ça aurait pas dû être régulièrement, ça aurait dû être ok, on attaque à fond ce truc-là, comme ça on pourra passer et prendre tout le monde à revers, tout ça, mais c'est juste de temps en temps, histoire de... Peut-être pour pas éveiller les soupçons des autres, sachant que, bon, la princesse, Sirena, donc, elle est du genre blasée, je peux bien le comprendre, mais ta ville va être assiégée si tu laisses ça se faire. T'as pas pensé à demander de l'aide à qui que ce soit? Contrairement à Jasmine la dernière fois qui a demandé un peu d'aide, tu penses pas à faire ça? Tu dis ouais je laisse faire, advienne que pourra, je m'en fous. Ça aide pas trop parce que après coup elle finira par être un peu influencée par la dynamique de nos personnages et le fait qu'ils veuillent tout bien faire, etc. Même si au début elle se dit ok ça va pas marcher, je veux pas faire ça, mais c'est juste... Ça aide pas à appuyer le personnage une fois de plus. On insiste trop sur son comportement et moins sur le fait que sa situation est un petit peu critique. Hein, et en parlant de ça, et ben parallèlement on va avoir Catra qui sera chargée, je le rappelle, d'aller récupérer Adora. Et pour ce faire, elle va donc se créer une petite commando avec les autres recrues qu'on a vues à quelques reprises, qui seront un peu des guignols aussi.
Ok. On montrera pas qu'ils sont particulièrement doués au combat. Je pense que c'est ça le problème. Hein, qu'ils aient des personnalités un peu drôles, un peu légères, je veux bien, mais en combat, ils sont trop guignolesques pour avoir grand chose. Et en plus de ça, il y aura Ténébra qui lui assignera une autre commandante, une autre capitaine, Scorpia. Qui est plutôt cool, j'aime bien ce personnage, un peu décontracté, un peu câlin. Hein, genre, ouais, super, on va se battre ensemble. Et on lui donne un caractère qui est un peu sympathique, et elle a une stature qui la démarque bien. Et c'est une reprise, une fois de plus, d'un personnage de la série des années 80. C'est pour ça que je dis ça, quoi. Tous les personnages qui me rappellent quelque chose sont là. J'ai l'impression qu'on va essayer de reprendre vraiment tous les personnages, tous les vieux personnages de la série de départ. Ce qui est peut-être un petit peu excessif pour moi, mais bon... c'est bien comme vous voulez, hein. Pour l'instant, l'excès de personnages ne me dérange pas plus que ça. Si je ressens un de ces quatre, cet excès, on verra bien. Pour l'instant, c'est juste une crainte que j'ai pour la suite. Donc ouais, le personnage de Scorpia de base, j'en ai pas parlé lorsque j'ai parlé du film sur les origines de She-Ra. C'était juste un gros gimmick ridicule qui allait pas plus loin que ça. Comme Catra dans un sens, hein, donc là qu'on essaye de les peaufiner davantage, de les étoffer en les rendant un peu plus rattachables, c'est pas mal, c'est vraiment pas plus mal, hein, j'apprécie largement ça. Donc ouais, il va y avoir cette espèce de duo de fortune qui se fera, où il faudra se rendre à l'endroit où sont partis Adora et compagnie. Apparemment, Ténébra arrive un tout petit peu à les espionner avec ses pouvoirs, et donc, ce faisant, elles tomberont sur le fameux portail en question qu'il faut passer, et se diront, tiens, il va falloir qu'on l'attaque. Et donc, parallèlement, il va y avoir Adora She-Ra qui essaiera de réparer la porte, parce qu'elle a ce pouvoir-là. Il y a une rune antique qui alimente la porte, je dois pouvoir la ravitailler avec mon pouvoir, sachant que c'est pas un truc qu'elle savait faire avant, donc elle sait le faire maintenant. Et parallèlement, il va y avoir, au même moment, hein, ça tombe bien, ça tombe mal plutôt, Catra et Scorpia qui s'attaqueront à ce portail dans leur navire pour essayer de le détruire. Et donc, ça va être un jeu assez tendu sur qui est-ce qu'elles arriveront à détruire ce portail avant que She-Ra ne puisse le restaurer, tandis que les autres essaieront de se battre à côté pour empêcher les autres de les attaquer avec de l'action acceptable. À nouveau, certains personnages sont un peu trop guignolesques sur les bords. On aura un petit combat général avec donc Sirena, Flèche d'Or, Cynthia qui arrivera à revigorer un petit peu Faucon des mers parce qu'il se sent un petit peu mal d'être traité comme un moins que rien. Personne ne me prend au sérieux. Ben t'aides pas, mec. Tu fais le guignol tout le temps, tu devrais te rendre compte qu'on ne prendrait pas au sérieux si tu faisais ça tout le temps, quoi. J'ai un petit peu de mal à rentrer dans ton petit dilemme, ton petit conflit personnel, lorsque tu fais rien pour arranger ça toi-même. Hein. Mais bon, Cynthia finit par lui dire, tu sais, moi aussi on me prend pas au sérieux parce que je suis une fille. Ah, une petite fille, sachant qu'il n'y a que moi qui essaye de faire quelque chose de façon proactive dans ce monde, apparemment. Donc je comprends, et il renoue un petit peu. Il est content, le gars, il participe au combat, et à la fin, pour se défaire du navire de guerre, il finira par utiliser son bateau qui foutra en flammes pour détruire le navire en mode attaque kamikaze, mais bon, sans se sacrifier soi-même, hein, seulement le bateau. Voilà, bon, donc le combat, ce sera ça. Hein. C'est vraiment pas les combats les plus marquants qui soient. Honnêtement, les combats faisaient un peu rusher par rapport à d'autres épisodes. Hein. Ils passaient bien, mais ils faisaient un peu rusher. Tandis que parallèlement, on va quand même avoir She-Ra qui se reconfrontera à Catra depuis 3 épisodes. Ça datait il n'y a pas si longtemps que ça. Où tout de suite, le ton est très léger et on n'essaye pas d'appuyer un grand drame. Et je pense que c'est un peu le problème. Il y avait quelque chose d'intéressant dans l'épisode 2, où on essayait de montrer cette scission entre les deux personnages, et le fait que, en dépit du fait qu'elles s'appréciaient, il y avait cette approche morale
totalement moral des choses qui les séparaient totalement, et il y avait ce drame qui s'ensuivait, parce qu'elles ne pouvaient pas être ensemble, même s'il y avait une amitié qui restait à part. Et là, c'est juste Catra qui essaye de la railler, Shira qui dit tu m'énerves, et ça va pas plus loin que ça. Elles essayent de renouer, de faire une espèce de relation légère d'adversaire, sans appuyer particulièrement le drame de la chose. Et c'est un épisode où je sens vraiment que l'humour va un peu gêner la force du récit de base que vous essayez de faire, parce que vous voudrez un petit peu trop appuyer cet humour-là. Alors que de temps en temps, ce serait bien d'éviter, de vous dire, ok, à un moment donné, c'est sérieux, donc on essaye de montrer les choses de façon sérieuse. Là, leur Rix, si j'ose dire, parce que Catra, elle est quand même gentille, hein. Elle pourrait facilement l'attaquer par surprise alors qu'elle s'occupe de la porte, et là, ça irait mieux, mais non, elle est un peu gentille, elle l'attaque en mode cool, hein. J'imagine que on pourrait interpréter ça comme le fait qu'elle veut pas lui faire mal, et c'est ça le drame que je recherche, il faut le faire mieux que ça, il faut l'appuyer de façon plus prononcée que ça, s'il vous plaît. Et au bout du compte... elle sera sauvée par les autres qui empêcheront Catra de lui faire plus de mal que ça. Et elle verra rapidement Adora nouer avec ses amis qu'elle s'est fait récemment. Et elle se sentira un peu jalouse. Et une fois de plus, c'est pas appuyé avec un grand drame. Et elle réagit en mode « Oh, te fais chier !» C'est comme ça qu'on la voit réagir, Catra, en voyant ça de loin. Alors que si vous vouliez appuyer le drame de cette situation, vous auriez pu mettre une musique un tout petit peu plus douce et montrer un regret dans la réaction de Catra. Pas juste oh, ça m'embête. Oh. C'est ce genre de choses, je suis désolé, c'est des détails, mais vous voulez mettre en place une situation un peu sérieuse, vous faitt gaffe à ça. Vous évitez les réactions légères, excessives de ce genre-là. Et je dis pas que c'est ultra excessif, une fois de plus, on n'est clairement pas dans Star Butterfly ou des conneries comme ça, hein. Clairement pas à ce niveau-là, loin de ça. Mais c'est ce genre de choses. Si on faisait gaffe à ça, si on faisait gaffe à ces détails, pour rendre l'univers plus légitime dans les enjeux que ça met en place, je vous jure, j'aurais un peu plus de respect pour cette série. Mais telle quelle, c'est une série d'aventure typique et sympathique, hein. Sympathique, hein. Là aussi, c'était très correct, hein. J'ai pas de problème énormissime avec cet épisode, ça se suit bien, mais ça va jamais être transcendant, particulièrement si c'est comme ça que vous allez traiter chacun de vos conflits, chacune de vos rencontres, chacun de vos développements de personnages, parce que tout comme pour Jasmine, le revirement de Sirena, c'est fait un petit peu d'un revers de la main. Je vois un petit peu à la va-vite, genre il faut montrer un petit peu le minimum, on montre le minimum pour qu'elle accepte ça en restant dans son gimmick. Et c'est ça, Sirena, tout comme Jasmine dans l'épisode précédent. C'est ce qu'on va avoir. Ok, je veux dire pourquoi pas, mais ne vous attendez pas à ce que je sois ultra subjugué par ça. Ça va être un bon petit visionnage sympatoche, mais vous attendez pas à ce que je sois subjugué, hein. On verra pour la suite, une fois de plus, ce ne sont que les premiers épisodes, j'en ai conscience. À bientôt pour l'épisode 6. Bye.